Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de koh Les 4 Terres. Un épisode assez spécial. Je vais commencer par bien entendu dédier cette émission et cette review à Bertrand Kamal, que je ne connaissais pas personnellement donc je ne peux pas faire semblant de le connaître, mais en tout cas de ce qu'on avait pu voir, il avait l'air d'être quelqu'un de particulièrement jovial et particulièrement bien, et on va en parler dans cette vidéo car ça a été je pense un épisode qui comme je l'ai dit hier en live, et merci à tous ceux qui sont passés, avait l'air d'avoir une personnalité extrêmement attachante, très amicale, très solaire, avec un candidat qui a l'air de très bien passer avec tout le monde de façon très classique et très facile en fait, j'ai envie de dire. Et je trouve que cet épisode a montré tout ça hier soir. Et c'est presque parce qu'on sait qu'ils n'ont pas touché au montage des épisodes, comme j'ai pu le dire hier en live. Et bah, cet épisode était assez parfait en fait. Il est assez parfait pour lui, mais également moi j'ai adoré cet épisode. Alors je sais que certains n'ont pas décidé de faire du contenu sur koh cette semaine ou attendront la semaine prochaine, etc. Moi je fais ma review aujourd'hui. Déjà parce que je pense que j'aurai pas le temps la semaine prochaine. Et surtout parce que je pense pas que c'est en n'en parlant pas qu'on rend le meilleur des hommages. Je pense qu'au contraire c'est en en parlant. Et en plus, l'émission koh est une des émissions les plus faciles pour rendre un hommage à quelqu'un, car c'est une émission qui comporte des valeurs assez universelles et assez importantes. Le dépassement de soi, un jeu social, le dépassement physique bien entendu. L'amitié, le courage, la résistance, etc., etc. Et aussi la bonne humeur, et je pense que c'est ce qu'a porté Bertrand Kamal et qu'on a vu hier soir, sans le connaître personnellement, mais en tout cas, ça se voit. Et c'est là qu'on se dit, vu qu'ils n'ont même pas refait le montage, c'est que quand les choses sont aussi évidentes, et c'est vrai qu'on dit souvent cette phrase que les meilleurs partent les premiers. Alors je trouve que c'est une phrase toujours un peu surfaite parce que c'est pas toujours vrai. Mais c'est vrai que là, moi ça m'a vraiment fait quelque chose parce que bah, il a seulement 5 ou 6 ans de plus que moi. Et bah, c'est vrai que je m'imagine pas moi voilà, que ça m'arriverait dans 5 ans. C'est vrai que ça m'a fait vraiment, vraiment quelque chose. Et toutes mes condoléances à sa famille, bien entendu. Donc je voulais commencer par parler donc du hommage qu'a rendu Denis Brognard. Alors toute la semaine, en tout cas à partir du moment où l'information était tombée, on a entendu qu'il y aurait quelque chose, on savait pas quoi. Et puis dans la journée du vendredi, l'annonce était tombée, donc il y aurait un message, un hommage à partir de 21h05. Alors il n'a pas été diffusé à 21h05, mais je m'y attendais, je l'avais dit, ils ne tiendront absolument pas l'horaire, puisqu'ils ne tiennent pas l'horaire déjà de base de les diffusions de koh Lanta. Je ne voyais pas pourquoi ils tiendraient l'horaire à 21h05 pour l'occasion, donc ça a été diffusé à 21h13 ou 14, ce que je m'y attendais. Et donc Denis est apparu à l'écran et a fait un discours d'hommage à Bertrand Cabel, où ils lui ont dit, où il a dit tout ce qu'il pensait de lui, de son aventure, et c'était très beau. C'était presque parfait. La seule chose, c'est que effectivement, il lit le prompteur, ce qui ne me choque pas parce que autant avoir écrit un texte, voilà, s'il a écrit un texte, autant le lire. Par contre, c'est vrai que ça se voyait qu'il le lisait, mais c'est quelque chose qui s'apprend, la lecture de prompteur. Tout le monde n'est pas fait, et je pense que Denis ne l'expérimente pas beaucoup, hein, que ce soit sur le tournage de koh Lanta ou le tournage des autres émissions qu'il présente. C'est pas forcément quelque chose qu'il utilise de façon régulière. Donc effectivement, ça se voyait, mais je trouve que ça n'a pas enlevé la force et la puissance de l'émotion qu'il a mis dans son texte, donc il l'a plutôt bien vendu. Mais effectivement, ça se voyait. Mais le texte était absolument parfait, avec une fin très forte, avec ce je t'aime qui était très puissant. Et puis j'aime pas moi les discours qui sont trop larmoyants, vous savez, quelque chose où on va venir vous chercher, on sait très bien qu'il fait pas partie de la famille de Denis Brognard, donc j'aurais trouvé que ce serait malvenu d'en arriver à aller trop loin dans l'hommage. Là, au contraire, ça a été très digne, ça a été vraiment... il a parlé de ce qu'il a vu, de ce qu'il connaît de lui, de ce qu'il connaît après en dehors des images, de ce qu'il connaît de lui, et je trouve que c'est
comme ça qu'il lui a rendu le meilleur des hommages, et en disant que ce qu'on voyait dans l'émission, c'était la personne qu'il était, et ce qui est très important d'ailleurs de le répéter, c'est que effectivement le montage de Koh-Lanta peut être partial de temps en temps, mais c'est quand même des images qui ne sont pas truquées, ce sont des images qui, les gens les ont fait, les actions qu'ils montrent, et là, justement, on peut avoir une très très belle image, on peut avoir une image un peu moins bonne dans Koh-Lanta, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Et là, on sent que Becca, lui, il va avoir plutôt une bonne image, en tout cas c'est ce qu'on voit depuis le début. On verra si ça continue comme ça jusqu'à la fin, mais c'est vrai qu'il a l'air de porter voilà, vraiment le sourire, le côté l'aventure, le dépassement. On l'a vu vraiment dans cette émission, en plus dans 7 épisodes. Mais moi, j'en avais déjà parlé la semaine dernière en vous expliquant qu'il y avait un côté qui rassemblait autour de lui de façon presque simple, facile. Vous savez, quand vous rassemblez des gens autour de vous et que c'est pas fait parce que vous avez un rapport de supériorité, parce qu'il n'y a pas de rapport de supériorité dans Koh-Lanta, mais que là justement, on sent que quand il va vers les gens ont envie de venir vers lui et que ça doit pas être difficile, voilà, de passer un bon moment avec lui, même si on ne le connaissait pas, quand on ne l'est pas personnellement. En tout cas, c'est ce qui ressortait de son portrait, et je trouve que Denis l'a bien retranscrit dans son hommage. Donc c'était très bien fait, et voilà. Donc voilà, toutes mes condoléances bien sûr à sa famille, et cette saison lui est bien entendu dédiée, et j'en parlerai à la fin parce que effectivement ça pose question un petit peu pour la suite du jeu, mais ça on en parlera. Mais voilà, c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. Certains, je l'ai vu, on m'a beaucoup parlé sous mon commentaire, ou quand j'ai fait mon live hier soir. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live. Dans l'espace commentaires, certains disaient, mais est-ce que effectivement il faut continuer de faire ne serait-ce que de parler de Koh-Lanta alors que quelqu'un est décédé dans l'émission? Pour moi personnellement, comme je l'ai dit au début, c'est une émission qui porte tellement des belles valeurs Koh-Lanta, qu'au contraire il faut en parler, parce que c'est une émission qui porte des super valeurs, et surtout, et ça peut-être qu'il y a que ceux qui aiment Koh-Lanta qui peuvent parce que souvent ceux qui ont parlé de ça n'aiment pas Koh-Lanta, c'est que Koh-Lanta c'est une émission qu'on l'a fait très souvent, c'est parce qu'on est fan. Il y a des rares exceptions de gens qui sont venus pour d'autres motivations, etc. Mais pour la plupart, c'est qu'aussi c'est une émission qu'on a regardée pendant des années, et que on se dit, allez, moi un jour je vais la faire parce que vraiment c'est une émission géniale, et que des fois il y en a qui s'y prennent 2, 3 fois, 4 fois, voire plus au casting pour être pris. Certains sont pris dès la première fois, mais d'autres non. Et on sait que quand on s'inscrit à Koh-Lanta, c'est que souvent on a envie de faire quelque chose, et qu'on n'a pas, et c'est pas forcément le cas dans les autres éditions américaines où vraiment l'argent final par exemple est vraiment le but. Là dans Koh-Lanta il y a aussi d'autres buts, on peut se trouver, j'en avais parlé dans une vidéo, mais il y a plein d'autres motivations que simplement l'argent final dans Koh-Lanta, de se prouver des choses à sa famille, de se prouver des choses à soi-même, de se prouver des choses à ses proches, de se prouver des choses, voilà, et de se tester, de voir où est-ce qu'on peut aller, de voir ce qu'on fait avec les autres, de mettre son corps en difficulté, etc. Et c'est pour ça que cette émission est aussi belle d'ailleurs. Et voilà. Bon, je vais pas m'éterniser plus dessus, parce que je pense que tout a été dit, mais en tout cas je voulais dire que cet hommage était très beau et très réussi, court, simple, mais très efficace de la part de Denis Brognard. Alors, j'ai écrit hier soir sur mon onglet communauté à quel point j'ai aimé cet épisode. Une nuit est passée, j'ai dormi un petit peu, et je me suis réveillé, et je peux vous dire que mon souvenir est encore toujours aussi bon de cet épisode. J'ai passé une excellente soirée devant cet épisode, qui pour moi est un épisode pur Koh-Lanta, et qui m'a totalement satisfait sur tous les points. Alors, peut-être que certains ne seront pas forcément satisfaits de tous les points, mais moi personnellement, qui suis fan de Koh-Lanta depuis toujours, cet épisode a répondu à tous mes critères. J'ai eu à la fois du divertissement, j'ai eu du sport, j'ai eu du dépassement de soi, j'ai eu de la survie, et j'ai également eu du suspense, de la stratégie, puisque on a eu un collier d'immunité. Honnêtement, en première partie, c'est-à-dire les parties avec les équipes, c'est rare qu'on ait des conseils, on va dire, extrêmement passionnants, parce que souvent, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, il n'y a pas beaucoup de suspense. Sauf que là, moi, ce qui me gênait, et je l'ai expliqué dans les commentaires, parce que je pense que certains ont mal compris mes propos, en disant que j'avais pas aimé l'épisode dernier parce qu'il n'y avait pas de suspense, c'est pas que j'ai pas aimé qu'il n'y ait pas de suspense, c'est que je n'ai pas aimé que les candidats fassent tout un cinéma pour éliminer quelqu'un dont l'élimination est évidente. Ce n'est pas la peine. Voilà, si une élimination est évidente, vous n'allez pas à vous excuser de l'éliminer. C'est normal, les gens, c'est normal d'éliminer. Voilà, c'est le concept du jeu. Si on n'est pas prêt à l'accepter, il faut faire un autre jeu dans lequel on élimine personne. Voilà.
C'était juste pour repréciser ça pour ceux qui m'avaient mal compris. Et justement, cette semaine est l'exemple inverse. C'est-à-dire que là, il y a une éliminée qui semble évidente dans l'épisode. Et de l'autre côté, il va y avoir un fait de jeu qui va faire que d'un coup, hop, ça se retourne. Et on ne sait pas qui va partir. Et donc, le dernier bulletin, là, vraiment est hyper passionnant parce que j'adore comme Denis Brognard ouvre les bulletins. Et quand il ouvre le dernier bulletin, vraiment il y a ce suspense et j'ai beaucoup aimé cet épisode pour la construction de l'épisode. Mais même au-delà de ça, le début de l'épisode, alors j'ai adoré le rythme de l'épisode, moi je l'ai trouvé extrêmement rythmé, avec assez peu de temps mort, honnêtement. Alors après c'est vrai qu'il s'est pas passé peut-être des choses épiques, peut-être que d'autres voulaient voir d'autres choses, c'est vrai que c'était des choses plutôt classiques, mais honnêtement, par exemple, les 5 premières minutes, ont concerné l'équipe du Sud dont j'ai dit énormément de mal la semaine dernière. Je vais pas vous en dire plus de bien cette semaine parce que je suis toujours pas extrêmement fan, mais cette semaine, ils ont eu énormément de temps d'antenne, en particulier avec Aubin qui a réussi à trouver un collier d'immunité. On peut penser également à Sébastien, qui on a vu beaucoup, voilà, qu'on a vu beaucoup, et qui est vraiment, moi je pense que c'est peut-être mon préféré de l'équipe du Sud, même si je trouve que tous sont, comme je l'ai dit, pas forcément. Pour Mathieu, je suis extrêmement déçu. Je trouve qu'il apporte pas grand-chose à l'écran, je parle. Après, dans les épreuves, il est très intéressant, mais pour nous, je trouve qu'il y a rien, il y a pas grand-chose à en retirer. Aubin, c'est un peu pareil. Mais bon, là, la quête du collier d'immunité, ça a rajouté pas mal de choses sur lui. Et d'ailleurs, ils ont placé un truc au début, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que tout de suite, ils nous ont dit qu'il y avait une équipe qui avait le feu. Ce qui est très bizarre dans le pré-générique de nous préciser qu'une équipe a le feu. Pourquoi ne pas préciser que les autres ont le feu? Donc je me suis dit, il y a deux solutions. Soit ils vont donner le feu à une équipe, qui gagnera l'épreuve de confort, soit il va y avoir un truc autour du feu, soit ils vont le perdre, etc. Et en fait, ça va être un mix des deux. Ça va être un mix des deux, vous allez voir. Et donc dans cet épisode, j'ai beaucoup aimé ce début parce que ça... par exemple, quand ils ont fait la carte, vous savez, le Sud, c'était plutôt sympa parce que voilà, ça les a rendus un petit peu plus attachants, ça leur donnait un petit peu plus de personnalité que ce qu'ils avaient depuis le début. Alors rien de transcendant, rien de génial, mais honnêtement, par rapport à ce qu'on voyait avant, c'est mieux. Je vais pas dire que c'est extraordinaire, mais c'est mieux. Et voilà, déjà, vous voyez, je dis plus de bien parce que honnêtement, je trouvais que pour l'instant que l'équipe du Sud était celle qui était le moins bien traitée de toutes les équipes. Pour moi, ils sont toujours vraiment en retard, mais ils ont rattrapé un peu de retard. Voilà. Et parce que voilà, Aubin a trouvé un collier d'immunité qui vraiment là est vraiment intéressant, puisque ce sont des colliers qui ne fonctionnent que jusqu'à la réunification. Donc ça veut dire qu'il va être obligé de le jouer. Et je pense qu'il y a des grandes chances quand même que il ait besoin de le jouer parce qu'il ne semble pas particulièrement aimé par tout le monde, donc je pense qu'il va avoir besoin de le jouer. Donc ça va encore créer peut-être un conseil avec des surprises et du suspense. Et c'est tout ce que je demande, donc je trouve ça très bien que ça tombe sur lui, même si c'est pas mon candidat préféré. Le potentiel qu'il a à utiliser ce collier me plaît bien. Voilà. Surtout qu'il est obligé de l'utiliser avant sinon, ça sera comme pour Jessica à l'époque, où elle avait trouvé un collier avec Claude et il ne l'avait pas utilisé tout simplement parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Mais bon, la production l'avait quand même bien, pour moi il l'avait mis parce que... Là on voit par exemple que c'est un collier trouvé. Contrairement à d'autres colliers qui ne sont pas trouvés, là on voit que c'est un collier trouvé parce que même la production n'arrive pas à expliquer, ils n'arrivent même pas à expliquer la réflexion d'Aubin. C'est-à-dire qu'Aubin il dit, j'ai vu une carte, il y a une flèche qui montre là-haut, alors rien de vraiment précis. Donc allez, on est l'équipe du Sud, je pense que c'est au Sud. Et puis il part au Sud. Et il le trouve. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Même la production, il n'y a aucun moment où Denis Brognard en voix off valide ce choix, ou dit oui bref, c'était un indice, non, c'est juste, voilà, il a décidé de faire comme ça, et il trouve le collier, etc. etc. Bon, pourquoi pas, honnêtement, bravo à lui de l'avoir trouvé, parce qu'il n'était pas évident à trouver. Et bravo, je trouve que le deuxième était plus facile à trouver que le premier, personnellement d'ailleurs. Voilà, j'ai parlé à peu près du début, après on a eu un petit peu de visite sur tous les camps, et alors on annonce l'épreuve de confort. L'épreuve de confort, c'est un immense classique de Koh-Lanta qui cette année n'a pas été spoilé pendant la bande-annonce. Merci TF1, faut quand même le dire. De temps en temps, c'est bien. On ne voit pas un candidat avec le drapeau entre les mains avec la victoire, c'est quand même bien. Hein, merci de penser un petit peu à garder du suspense, c'est sympa. Et donc on voit la construction du radeau. J'ai énormément aimé la réaction d'Adrien sur la construction du radeau. Parce qu'il a laissé son équipe construire le radeau et en même temps il n'était pas d'accord avec ça. Mais
Pour lui, il a réfléchi en amont et il a dit si jamais on se gourre, bah très bien, je pourrais mettre toute la faute sur la personne qui avait qui a fait cette construction. Et ça me donnera peut-être un argument pour pouvoir le virer. Donc moi ça me choque pas plus que ça. Et alors certains ont dit ouais mais c'est pas forcément une bonne stratégie parce que si jamais après il y a la réunification, ils seront moins nombreux, si jamais ils perdaient, etc. Je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il y aura un retirage, en tout cas je l'espère qu'il y aura un retirage entier dans peut-être la fin de la semaine prochaine, je pense d'ailleurs, parce qu'on en parlera de ce qui a été révélé à la fin de l'épisode. Eh bien, il va y avoir voilà, je pense qu'il y aura 2 équipes après. Donc, ce qui veut dire que les alliances qui sont en cours n'auront pas d'incidence sur la suite du jeu. Peut-être plus tard, à la réunif, mais je pense que là, déjà, tout va être cassé. Peut-être qu'ils vont casser intégralement les équipes et refaire avec 2 chefs d'équipe, par exemple, etc. Enfin, ça, on en parlera si effectivement... Parce que je pense pas qu'ils vont passer directement de A4 équipes à réunification. Je pense qu'il y aura d'abord 2 et après réunification. Je peux me tromper, mais je pense qu'on va partir là-dessus. J'ai beaucoup aimé voilà, cette partie-là en fait de la construction des radeaux. Alors effectivement, c'est pas la partie la plus intéressante, mais honnêtement, ça a permis à des candidats ou des candidates de se révéler. Je pense toujours à des candidats, par exemple, des candidats qu'on voit assez peu, mais qui de temps en temps, sur ce genre d'épreuve, on les voit. Et je pense à Alexandra, par exemple, qui voilà, avait quelques idées pour construire un radeau, elle les propose. On voit Bertrand Becca, maintenant on va l'appeler comme ça, parce qu'il l'appelle comme ça depuis maintenant. Voilà, lui aussi était très intéressant, et puis il avait vraiment envie que ça fonctionne, et puis avait des idées. Tout le monde avait des idées, et cette année, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de mauvais radeau. Je sais pas si vous avez eu cette impression, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait un mauvais radeau. Il y a eu des mauvais rameurs, mais pas de mauvais radeaux. Les autres années, il y avait souvent un mauvais radeau, mais des rameurs de qualité égale. Là, il y a eu des mauvais rameurs, ou en tout cas des mauvaises stratégies de rame, mais pas forcément des mauvais radeaux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt ça qui a pêché sur cette épreuve. Et alors, la fameuse épreuve des radeaux, vous savez, souvent, en fait, vous avez un énorme cercle, il faut rattraper l'équipe d'en face. Comme on le fait avec l'épreuve, voilà, vous déportez le cordage pour rattraper l'équipe d'avant. C'est vrai que ça aurait fait un peu redondant parce qu'en 3 semaines, là, on aurait eu les 2 fois la même, mais bon, pourquoi pas. Et donc là, ils ont fait un mix, et c'est vrai que c'est une épreuve, et je trouve que cette saison, j'arrête pas de le dire depuis le début, mais est très inspirée de ce que j'ai vu sur Survivor. Si ça vous intéresse, j'ai fait une review d'une saison de Survivor, et honnêtement, si ça vous intéresse, vous allez sur le bouton rejoindre en dessous, voilà, j'ai déjà fait une review sans spoiler et avec spoiler. Et justement, je parle des épreuves de cette édition, et j'explique beaucoup que dans Survivor, il y a une épreuve physique et après une épreuve de logique, un puzzle, etc. Ce que je trouve dommage souvent dans Survivor, c'est que les puzzles se renouvelaient pas, c'est souvent le même. Là, honnêtement, pour le moment, voilà, c'est très différent, les puzzles sont différents, la réflexion derrière le puzzle est différente et c'était bien. Et donc là, il fallait à la fois donc faire le radeau, aller jusqu'à un point, les ramener, repartir avec le radeau, et revenir sur la plage, et après vous aviez une sorte de puzzle où il fallait faire il fallait trouver un axe de symétrie, et à chaque fois en fait faire une sorte de domino, pour que à chaque fois ça se superpose de façon à faire une suite directe, et j'ai trouvé que c'était particulièrement bien fait. Et j'avais dit la semaine dernière justement que j'avais pas aimé une des épreuves parce que je trouvais qu'on ne voyait rien. Là c'était bien parce que ils avaient eu l'idée à TF1, ce qui n'était pas une mauvaise idée, de mettre des 2 côtés les logos, et donc on pouvait voir nous aussi de l'autre côté si ça marchait ou pas. Donc c'était plutôt assez intéressant, et puis on voyait bien le cheminement, ça permettait vraiment de mettre des candidats en avant. On voit très clairement que ce genre d'épreuve met en avant beaucoup Alexandra. Je sais pas si ça aura une incidence sur la suite, mais on voit qu'Alexandra, sur des épreuves de logique, sur des épreuves où il faut être posé, concentré sur quelque chose, c'est assez intéressant. Et je le dis maintenant, mais je sais pas si elle restera longtemps dans le jeu, ça on peut pas savoir, mais vous savez, souvent il y a une épreuve éliminatoire plus tard dans le jeu, où c'est souvent une épreuve de logique. Ou une épreuve de patience, ou une épreuve où il faut être minutieux, etc. Je pense qu'elle pourrait faire très très mal sur ce genre d'épreuve, et peut-être que ça peut être une épreuve qu'elle pourrait gagner à la partie individuelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle peut faire mal. Bref, j'ai beaucoup aimé cette épreuve, je l'ai trouvée très bonne. L'équipe de l'Ouest a été catastrophique sur cette épreuve, mais justement, vu que c'est une épreuve en 2 parties, c'est-à-dire qu'à la fois la partie voilà, maîtrise du radeau et la partie où il faut de logique, etc. Et on se retrouve avec 2 parties vraiment intéressantes, et qui a permis que ceux qui avaient un peu perdu de temps à la première se rattrapent dans la deuxième. Et c'est ce qui va se passer pour l'équipe de l'Ouest. Alors l'équipe de l'Ouest, c'est un peu la galère, parce que
En fait, ils n'ont pas un mauvais radeau, comme j'ai déjà dit, mais par contre, ils ont des rameurs de qualité très différente. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de trouver un bouc émissaire. Et alors, le bouc émissaire qu'ils vont trouver, c'est Estelle. Alors, Estelle va faire le fil rouge de tout l'épisode. On sent vraiment que c'est elle qu'on voulait voir. Et Estelle, donc en fait, on va dire qu'elle a pas de force dans les bras, et pourtant, bon sang de bon... Et que, en gros, elle a abandonné. Alors, bon sang de bonsoir, alors, je sais qu'ils peuvent pas la regarder, mais nom de Dieu, elle a tout donné, quoi. Elle a tout donné, elle était incroyable. Et d'ailleurs, même Denis le dit en voix off, dit Estelle donne tout, mais c'est juste pas sa faute si déjà ils ont pas mis les rameurs au bon endroit. Déjà ils auraient dû inverser, c'est ce qu'à un moment dit Denis, c'est que en fait ils ont mis quelqu'un devant qui est censé faire gouvernail, donc il faut avoir un peu de force. Pourquoi les deux garçons ne se disent pas allez on change, on essaie de trouver une autre façon d'avancer? Ils sont restés un peu passif, quoi, à se dire non mais ça veut dire qu'on a la bonne solution, ça va marcher. Si vous voyez que ça marchait pas, vous voyez qu'il y a un côté qui prend pas, vous changez. Je trouve ça, voilà, ils sont vraiment restés butés sur leur idée. C'est peut-être qu'il leur faudrait quelqu'un, voilà, une sorte de leader dans cette équipe qui, quand il voit qu'il y a une idée qui marche pas, hop, il parle à tout le monde et il dit bon bah alors on change. Qui est un peu quelqu'un qui soit un peu visionnaire, vous voyez, sur ce genre de choses, qui arrive à se mettre un peu à recul, et qui se disent, ah oui, effectivement, là, ça va pas, ça voit pas, allez, hop, toi, tu passes devant, et moi, je passe derrière, sans ordonner, vous voyez ce que je veux dire, sans donner un ordre, mais dire juste, voilà, ça, on voyait bien que ça marche pas, allez, hop, on change, on va voir si ça marche mieux, et puis on verra. Parce qu'ils étaient pas moins forts et moins puissants que les autres équipes, donc il n'y avait pas de raison que ça marchait pas. Et comme je l'ai dit, les radeaux fonctionnaient tous, donc il n'y avait pas de raison que ça marche pas, donc j'ai trouvé ça très surprenant. Et alors moi j'étais un peu inquiet parce que pour mon équipe de l'Est, celle que je suis censé soutenir, le tirage au sort avait pas été très favorable. On avait perdu quand même l'un de nos meilleurs éléments, BK. Donc on n'était pas forcément... je me disais, est-ce que ça va passer? J'étais un peu inquiet, ouais, j'étais pas... je sais pas. Et puis bah au final, tout va bien se passer. Ils vont avancer extrêmement bien, extrêmement vite, et ils vont pouvoir gagner l'épreuve. Et j'étais vraiment surpris et très content. Et donc une des équipes donc ils vont pas aller pour la première fois sur l'île de l'exil, et une des équipes ira sur l'île de l'exil, et la deuxième prendra la deuxième récompense qu'ils vont laisser. Et là j'ai trouvé ça absolument mais diabolique, je trouve ça diabolique. Alors je sais pas si c'était volontaire ou si c'était vraiment je veux une pizza. Je m'explique. L'équipe de l'Est a décidé, alors il y avait le choix entre deux pizzas, il y en avait deux il me semble, deux pizzas et deux allumettes pour faire du feu. En sachant que l'équipe de l'Est n'a pas le feu. Il était donc assez évident que beaucoup auraient peut-être choisi le feu. Et eux, quasiment immédiatement, vont choisir la pizza. Ils vont donc prendre la pizza et repartir avec. Et alors, hasard, et c'est pour ça que je vous ai expliqué ça au début, l'équipe qui va se retrouver avec les allumettes est l'équipe qui a déjà le feu. C'est pour ça que je disais que c'est un ensemble des deux, c'est que en fait, ils ont déjà le feu, donc ils vont pas le perdre, c'est juste qu'en fait, ils ne peuvent pas le regagner à nouveau. C'est ce qu'on nous dit là. Et qu'en fait, ils se retrouvent avec deux allumettes qui ne servent à rien, qui en plus, s'il fait humide, vont prendre l'eau et ne vont servir à rien pour la suite du jeu. Donc ils se retrouvent avec un confort qui n'apporte rien, qui n'apporte aucun confort. Et là, je me suis dit, est-ce qu'ils ont été suffisamment diaboliques? Mais ça n'a pas l'air. Mais moi, je me le suis dit en amont, enfin derrière. C'est absolument diabolique de se dire... Alors ils l'ont peut-être pris parce qu'ils aiment la pizza et qu'ils avaient faim. Mais de se dire aussi, si on prend la pizza, l'équipe d'en face n'aura pas de confort, puisqu'ils recevront deux allumettes. Alors que si on prend les allumettes et que eux, on leur donne la pizza, eh bien, eux, ils auront un confort, nous aussi. Alors que là, ça privait l'équipe d'en face d'un confort. Donc en fait, les seuls qui ont eu un confort, c'est l'équipe de l'Est. Alors je ne sais pas, comme je le dis, je pense que je prends ma tête un peu trop loin, mais... je trouve que l'idée derrière, si vraiment ils l'ont fait comme ça, c'est absolument diabolique. Honnêtement, c'est diabolique. C'est vraiment magnifique. S'ils ont mis une stratégie comme ça, c'était très très beau. Et donc ils vont repartir avec la pizza, ils vont la manger, ils vont en profiter, etc. Et alors, on va nous évoquer qu'il y a un blessé. Donc il y a un blessé dans l'émission qui a quitté le camp au début de l'épisode. Et qui ne participera pas donc à cette épreuve et qui ne participera pas à l'épreuve suivante. Donc je cherche son nom, excusez-moi, c'est Samuel. Samuel qui s'est blessé en fait, c'est la première fois que ça arrive, je crois pas que quelqu'un s'était déjà blessé sur cette épreuve, à confirmer. Vous savez, en fait, il s'est blessé en portant les poids au fond de la mer et en fait il s'est fait mal aux pieds. Et c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer pouvoir continuer l'aventure. Alors, il a tenu, il a dit
Pour l'instant, j'avais pas trop mal, donc j'ai tenu, mais là, j'arrive quasiment plus à marcher, donc il faut que j'appelle le médecin. Et on sent, quand il appelle le médecin, qu'il sait qu'il va partir. Et je l'ai senti un petit peu, le côté de... Si jamais c'est qu'une petite foulure, à la limite je tiens 3 jours, j'arrive à l'épreuve, je dis bah ouais j'ai un petit peu mal, est-ce que je peux machin, enfin j'en sais rien, où il se débrouille, ou en tout cas il fait semblant. En plus vu que c'était au radeau, il était même pas obligé de mettre son pied, il aurait pu simplement utiliser ses bras, enfin il aurait peut-être pu le cacher quoi, voilà, il aurait vraiment pu magouiller, bon il pouvait pas savoir que c'était le radeau, mais enfin il pouvait pas savoir vraiment comment ça allait se passer, mais il aurait pu un peu magouiller pour que ça se cache un petit peu. C'est vraiment marcher tout doucement, faire gaffe. Alors il aurait peut-être créé un retard à son équipe, mais c'est pas grave, limite il se fait éliminer, mais voilà, juste essayer de cacher ça. Et mais là on sent que il dit non en fait ouais, même dans 3 jours ça ira peut-être pas mieux. Effectivement, faut peut-être que j'aille voir le médecin. Et quand il y va, on sent que c'est le côté ouais, je crois qu'à moitié que je vais revenir. On en parlera après. Et donc l'île de l'exil, alors pour l'instant l'île de l'exil je trouve que ça donne pas grand chose, c'est vraiment ma déception depuis le début. Voilà, il se retrouve sur l'île de l'exil, j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé Adrien dans cette émission aujourd'hui, parce qu'il a été extrêmement subtil, comme je vous l'ai dit sur le truc du radeau, par exemple ça n'a pas marché. S'ils avaient été au conseil il aurait pu s'en servir, mais ça, bon, c'est pas grave, ça n'a pas marché. Mais il se retrouve sur l'île de l'exil, ils se retrouvent tous ensemble. Et je trouve, et alors là je sais pas ce que vous avez, mais je trouve qu'il a enfin montré un peu de jeu social. C'est-à-dire qu'un truc qui n'était pas stratégique, qui était simplement de j'ai envie de faire des vannes, j'ai envie de passer des bons moments avec tout le monde. Il y a un moment où il fait une vanne avec quelqu'un, je me souviens plus avec qui, il fait quelques vannes et tout, il a l'air sympa. Et c'est bien, c'est très bien. Et comme je vous l'ai dit, il devient subtil. Donc peut-être qu'il s'est rendu compte qu'avec ses gros sabots, quand il est arrivé au début, comme je l'avais dénoncé au début, que ça marchait pas. En tout cas, pas dans le Koh-Lanta qu'on fait actuellement. Et il s'est dit, bah, tranquille, je vais reprendre le truc, et je vais être plus sympa avec tout le monde. Et je le sens beaucoup plus intégré qu'au début où il était un peu... il y avait une suspicion un petit peu sur lui. Et donc, il y avait vraiment l'idée de quelqu'un qui est en train de s'intégrer, mais qui est aussi en train un peu de fédérer autour de lui. Comme je vous l'ai dit, ça risque de tout s'effondrer quand ils vont remixer les équipes. Mais son changement de caractère me plaît énormément parce que c'est son côté stratège que j'avais bien aimé, mais je n'avais pas aimé le fait que ça soit trop appuyé parce que ça allait le mettre en grosse target et à le virer, en gros méchant. Alors que là, s'il devient en plus sympa, ça peut devenir un méchant sympa, en tout cas un stratège sympa, et c'est souvent les meilleurs stratèges. Je pense à Patrick par exemple, qui est certainement le meilleur stratège du jeu dans Koh-Lanta, parce qu'il était à la fois sympa et à la fois stratège. C'est-à-dire qu'il était horrible, hein. Il était prêt à tricher, tout ce que tu veux, mais il était tellement drôle, tellement gentil, que ça donnait envie de ne pas le détester totalement. Je dis pas que c'était peut-être votre aventurier préféré, moi je l'adorais, hein. Mais il était sympa quoi. Et ben là c'est un peu, j'espère qu'il va aller plus dans ce côté-là, que dans un côté comme il était au début, un peu, voilà, où ça marchait pas très bien. Voilà, donc l'île de l'exil, ça a pas donné grand-chose, on en voit assez peu, c'est dommage, mais... Bon, et en plus ça n'a pas forcément pour l'instant de conséquences, on voit pas de conséquences physiques sur les candidats, ils ont pas l'air plus fatigués, ils ont pas l'air... Voilà, après peut-être que s'il y avait une énorme tempête par exemple qui tombait, que ça allait vraiment leur miner le moral, peut-être, parce qu'ils ont pas de feu, etc. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas forcément convaincu. On va passer à l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, alors je vais reprendre l'expression de David de la chaîne Space Babies, qui fait des parodies si vous ne connaissez pas, et en fait il a dit un truc qui est très vrai, c'est vrai que ça faisait penser un peu à du Fort Boyard, et c'est vrai, parce que c'était une excellente épreuve, moi j'ai adoré, et j'adore ce genre d'épreuve où il faut à la fois de l'esprit d'équipe, de la dextérité, c'est stressant, tu peux tomber à n'importe quel moment, ça peut être hyper grisant parce que t'as fait tout le chemin, et ça tombe à la dernière minute, à la dernière planche. J'adore ce genre de jeux qui sont hyper énervants, et alors tout de suite, je me suis dit, il y a une équipe, je la sens pas sur cette épreuve. C'est l'équipe de l'Ouest. Je la sentais pas du tout. Depuis le début, on les avait vus, ils étaient bouillants, ils avaient plein d'énergie, on le voyait sur le camp, mais par contre, ils étaient pas très cadrés. On le voyait même sur les activités sur le camp, sur voilà comment ils s'organisent, machin. C'est un peu fait un peu comme ça, un peu par-dessus la jambe. C'est voilà, ils sont très fougueux. D'ailleurs, il y a un moment, je crois que c'est Dorian ou Brice, ça doit être plutôt Brice d'ailleurs. Et Brice qui dit voilà qu'ils sont assez foufous et que bah voilà
c'est vrai qu'ils auraient besoin d'un peu de cadre, et justement avec le retour de Marie-France, qui avait marqué son retour la semaine dernière, vous vous souvenez. On n'en parlera pas forcément beaucoup cette semaine, même si je vous en parlerai un tout petit peu à la fin. Et bon, excellente épreuve parce que ça montrait bien les qualités de tout le monde. Et encore une fois, ça a remontré des nouvelles qualités à Alexandra, le côté posé, le côté calme. Mais là où c'est très bien, c'est que c'est une épreuve dans laquelle il y a le côté équipe qui est très fort. Où il faut être coordonné, il faut pas qu'il y ait de points faibles parce que il faut que tout le monde soit bon pour que la balle avance au fur et à mesure. C'était très bien. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très bien. Et encore une fois, très bien filmé, parce qu'on voyait très bien. Ils ont été plutôt sympas parce qu'en fait ils ont fait en 2 parties. Et quand vous passiez la première partie, déjà vous n'étiez plus obligé de recommencer au début. Donc c'était plutôt sympa. Et je me suis dit, l'équipe de l'Ouest, à mon avis, je les sens pas. Je les sens pas, ils vont faire tomber. Et c'est l'équipe de l'Est qui encore une fois va s'illustrer, qui encore une fois va être vraiment, vraiment au top. Et Denis Brognard donc va lui remettre le totem à Becca, avec ce qu'on connaît maintenant, c'est vrai que c'était assez beau. Et de l'autre côté, même si pour moi il a juste gagné un totem, mais c'est un totem d'équipe en plus surtout. Et ça montre encore une fois le côté que dans l'équipe de l'Est, et je le dis assez souvent parce que je pense pas qu'on parlera beaucoup de l'équipe de l'Est cette semaine, mais qu'il y a un tel bel esprit d'équipe et en même temps ils ont une telle je sais pas, il y a une bonne vibe dans cette équipe, les gens sont intéressants. Alors il y a Adja qui est très très relou et qui va être encore plus relou cette semaine parce que honnêtement elle est pénible, parce que ça se voit qu'elle cherche le clash, ça se voit. Hein, tu vas pas me mentir à moi, hein, on va pas se mentir, elle cherche le clash. Elle va le chercher, mais elle va le trouver par contre. Ça c'est évident, elle va le trouver. Je sais pas quand, je sais pas comment, moi je vous dis la semaine prochaine, hein, je mise une pièce là-dessus. Ça va gueuler. Adja, tu sens, elle cherche un peu Alexandra. Tu sens que maintenant, alors au début, je me disais, ouais, les autres, ils ont l'air de pas avoir forcément choisi de camp. Je pense qu'Alexandra, là, en 2 épreuves où elle a été vraiment bonne, elle a un peu retourné tout le monde. Depuis, en plus, elle commence à parler. Donc même elle, si elle dit, je suis pas encore totalement intégrée, mais ça va mieux. Ça va mieux. Et je pense que ce qu'a fait Becca la semaine dernière, en allant un peu la voir, en reprenant le truc, etc., je pense que ça a joué aussi. Et de l'autre côté, Adja, peut-être que les gens commencent un peu à se rendre compte qu'aussi, elle est un peu pénible, un peu, je sais pas, à chercher un peu le clash, un peu tout ça, et peut-être que ça peut se retourner contre elle. Je dis pas que ça va se retourner contre elle la semaine prochaine, j'en sais rien, mais pourquoi pas? Parce que pourtant, elle a des atouts, mais en même temps, des atouts physiques par exemple, parce qu'on sait que c'est sportif de haut niveau. Mais en même temps, de l'autre côté, on a vu que sur la dernière épreuve, la semaine dernière, sur une épreuve aquatique par exemple, elle avait été pas bonne du tout. Donc elle n'a pas forcément d'atouts physiques à mettre vraiment en avant. Donc à voir. Ça peut vite mal tourner pour elle, je trouve. Et on verra bien, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et je trouve que là, il y aura vraiment, je pense, au moment où ils vont aller au conseil, va falloir se positionner. Soit il va falloir se mettre un peu du côté d'Alexandra, qui semble un peu la victime désignée, ou de l'autre côté, si Adja elle va trop loin et elle pousse un peu pour vraiment qu'on la pousse vers l'extérieur, et qu'on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un qui est un peu nuisible dans l'équipe, peut-être qu'ils vont vouloir s'en débarrasser. Donc à voir, ça peut être à double tranchant. Ensuite, l'équipe Nord, j'ai rien à dire sur eux. Je suis vraiment désolé pour tous les fans de l'équipe du Nord. J'ai rien contre eux, attention, mais c'est juste que dans cet épisode, on n'a rien vu sur eux. Ce qui n'est pas un mal, si jamais il n'y a rien à montrer, ne montrez rien. Mais là, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et on a plus revu l'équipe du Sud dans la recherche du collier. Mais sinon, on n'avait rien de précis. On n'a rien vu. Et alors, bon, vous allez me trouver un petit peu suspicieux. Mais quand j'ai vu l'équipe de l'Ouest partir au conseil... quand ils avaient été choisis au conseil, on a prévu que Estelle trouvait un collier d'immunité. Et donc Estelle qui était un peu éliminée, en gros on aurait eu un conseil sans suspense si elle n'avait pas eu le collier. Et ça vous a pas échappé que Samuel, qui était encore à l'infirmerie, on savait pas trop ce que ça allait devenir. Et alors moi j'ai dit, mais je suis sûr de moi, je pense qu'ils sont en train de forcer, parce qu'ils n'ont pas envie de faire revenir, comment elle s'appelle ? Attendez, je vais chercher son prénom, je l'ai sur le bout de la langue. La candidate qui a perdu la semaine précédente, Carole, excusez-moi, qui a perdu la semaine dernière, qui pour moi vraiment était pas du tout intéressante. Et je pense qu'ils se sont dit, peut-être attendons un petit peu. Si on voit que dans l'équipe de l'Ouest, ils vont éliminer quelqu'un de pas très intéressant, peut-être Marie-France par exemple, bon, pourquoi pas, allez, c'est pas grave. Elle est déjà partie, elle repart, c'est pas très grave. Par contre, si on commence un peu, parce que,
Ils se rendent bien compte que, tiens, ouais, Estelle, elle dit normalement son vote, hein, il faut le savoir, elle le dit à la prod avant, machin, enfin, il y a des choses qui sont dites un peu avant. Ils ont dû se dire, bah non, peut-être que ça serait plus intéressant de faire revenir la personne qui sera éliminée au prochain conseil. Et vous voyez très bien où je veux en venir, c'est que le conseil va avoir lieu. Marie-France va voter également pour Estelle, donc il n'y a même pas eu une alliance un peu des anciennes, je pensais qu'Estelle arriverait à la mobiliser, pas du tout, donc c'est vrai qu'elle ça montre, je trouve que ce conseil a montré vraiment qu'elle était très isolée, parce que ça veut dire qu'elle n'a même pas obtenu le vote de Marie-France. Elle a voté s'il y avait une unanimité contre elle. Donc là, voilà, sa position n'a pas énormément changé par son vote, malheureusement pour elle. Et tous les votes sont contre elle. Et alors tout de suite déjà, on la victimise, c'est-à-dire qu'on dit qu'elle est pas bonne, qu'elle a pas le moral, qu'elle a pas le mental, etc. Ce qui y avait rien qu'elle a montré depuis le début, là-dessus. Pour moi, elle a toujours eu le moral. Mais alors, par contre, mais qu'est-ce que c'est que cette voix fluette qu'elle nous a sortie, qu'elle avait pas après, hein, et qu'elle a pas dans son portrait, hein, quand elle nous parle de sa famille, etc. Mais à un moment, alors en plus elle nous invente des mots, Estelle, nous invente des mots, je l'ai pas noté, il y a un mot qu'elle nous a inventé, mais un truc, je vous le mettrai, si jamais peut-être que je vous le mettrai en photo, à un moment il y a un mot, mais c'était un mot voilà, qui n'existe pas dans la langue française, elle nous en a sorti 4 d'affilée, que des mots qui n'existent pas. Avec des adverbes, c'est-à-dire elle rajoutait des aimants derrière, des choses comme ça, des trucs un peu étranges. Et elle arrive, elle fait, Estelle se défend un petit peu, puis elle parle tout doucement, ça fait non mais en fait, moi, non mais je me sentais bien, tout doucement, mais tout doucement, comme si elle dérangeait. Puis elle est pas très très grande, donc vraiment c'était le côté un peu victime, vous savez comme ça un peu, non mais moi je me sentais bien, mais dis-le comme ça, moi non je me sens bien. Elle était toute je sais pas, on a l'impression qu'elle était toute contractée, toute petite, bon elle est petite, mais vraiment le côté, ah là là, elle se sentait attaquée de partout, alors que c'était pas vraiment méchant ni menaçant tout le monde autour, mais elle s'est vraiment laissée marcher dessus, quoi, vraiment le côté, non, mais machin, enfin, j'ai trouvé ça très très bizarre, ça m'a choqué, j'ai fait, mais c'est pas possible, un peu de nerfs, quoi, dis-leur merde. Non mais honnêtement, dis-leur merde. Bah, je sais pas, tu leur dis mais non, moi j'ai pas été... non, je me suis donné à 100%, je me suis donné à fond, je sais pas, mais avec de l'envie. C'est vrai que là, je peux pas en vouloir à l'équipe de l'Ouest de la trouver, parce que pour moi elle s'est donnée à fond, mais c'est vrai que quand tu l'entends parler de ce qu'elle a fait, c'est un peu dit comme ça, quoi, voilà, oui, je me suis donné à fond, voilà, c'était pas le Jojo. Donc, elle a trouvé le collier, Estelle, je vous l'avais dit. Et donc, les 5 bulletins, voilà, on les compte pas, c'était unanimité contre elle, très bien. Et donc, reste son bulletin, et on savait pas pour qui elle allait voter, mais elle avait précisé qu'elle allait casser le groupe des jeunes. Donc, il y avait grande menace, peut-être qu'elle allait éliminer un garçon, mais j'y croyais pas parce que je pense que ça leur aurait donné une très mauvaise image, le fait d'éliminer quelqu'un de fort de son équipe, parce qu'il faut quand même penser à la suite, en même temps. Et comme j'ai déjà dit, l'élimination des forts, pour moi, doit arriver après la réunification et pas avant. Et de l'autre côté, je pense qu'elle a fait le meilleur choix, mais ça va malheureusement avoir des conséquences graves, c'est qu'elle va éliminer Diane. Alors pourquoi? C'est parce que je pense que Diane, c'était la candidate qui était en fait la plus sympa, où il n'y avait pas de reproches pour personne, etc. Et je pense que ça aurait été difficile de la virer d'une autre manière. Donc au final, c'était plutôt un excellent choix de l'éliminer. Parce que, ben, voilà, je pense que pour la sortir, plus tard dans le jeu, d'ailleurs, elle était extrêmement surprise de partir. Elle pensait pas du tout que ça serait elle, et ça se voit. Parce que je pense qu'elle se sentait comme bien aimée dans l'équipe, et je pense pas qu'elle était mal aimée. Je pense pas qu'Estelle ne l'aimait pas. C'est juste que, elle l'explique un petit peu, Estelle, elle dit « Ouais, mais t'as été très franche avec moi, tu m'as dit, bah voilà, je suis pas douée, si, je suis douée. » Mais elle le dit doucement aussi, hein, elle le dit pas bien plus fort. Hein. Et donc là, Diane s'effondre, elle pleure de tout son... Enfin, vraiment, elle est très très triste. Elle dit qu'elle a plein de choses à prouver, que pour elle, c'est pas... Enfin, vraiment, elle est déçue, elle est triste. Pour elle, l'aventure est pas... Enfin, elle se termine comme ça, mais elle avait plein de choses à raconter. Et elle s'en va. Et l'équipe de l'Ouest est très surprise, et c'est un peu émotion. Alors c'est vrai que l'équipe de l'Ouest c'est très émotion, hein. On remarque, ils sont très émotifs. Je pense que question stratégie ça va être compliqué, je l'avais déjà expliqué, mais bon pourquoi pas. À part s'il y a un collier, mais sinon le reste ça peut être, voilà. Je trouve qu'ils sont très dans le pathos dans cette équipe, c'est un peu dommage. Mais bon, elle part très bien, moi j'ai trouvé ça très surprenant, une vraie surprise. Comme je vous l'avais dit, je pensais, j'étais assez confiant qu'ils allaient l'éliminer, je trouvais que c'était un bon choix. Et comme je vous l'ai tout dit tout à l'heure, c'est que je pense que Samuel ne va pas revenir, parce que voilà, je pense que sa blessure est trop grave, et que je pense qu'ils vont faire revenir Diane, parce que
Bah, je préfère moi personnellement qu'il fasse revenir Diane à Carole. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pourrais presque faire un sondage là-dessus, mais je vais pas le faire. Je le ferai peut-être pour mon prochain live vendredi. C'est est-ce que vous préfériez que Diane revienne ou Carole? Mais je plaisante parce que maintenant c'est plus possible que Carole revienne. Mais je pense que c'est Diane qui. Je pense qu'ils ont un peu poussé pour que Diane revienne. Parce que Diane a un potentiel bien plus important que Carole. Elle avait pas été mauvaise sur les épreuves, elle était plutôt souriante, elle était plutôt, elle passait bien à la télé, tout ce que tu veux. Donc je pense que, voilà, Diane, est-ce que je fais le pari? Je sais qu'on m'a dit un petit peu qu'elle allait revenir, donc je pense qu'elle va revenir. Voilà, je pense qu'elle va revenir dès le début du prochain épisode et qu'elle participera à la première épreuve. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, les éliminations n'ont provoqué aucune conséquence parce que à part l'élimination de Carole, tous les autres sont revenus pour le moment. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu un Koh-Lanta un peu particulier, c'est-à-dire que tous ceux qu'on élimine reviennent. Et c'est pour ça que je vous expliquais par rapport à Estelle, c'est que peut-être qu'elle lui fera payer plus tard, par exemple, si jamais il y a une refonte des équipes la semaine suivante, ça peut être problématique. Puisque si elle se retrouve dans la même équipe, elle va peut-être pouvoir lui faire payer, etc. Et vu que je pense que Diane a un capital sympathique qui est quand même plus important et elle est plus sociable avec tout le monde, elle a plus facilement à parler avec tout le monde, je pense que ça peut jouer. Et je vais terminer donc, voilà, l'épisode s'est terminé là-dessus, très bon épisode, j'ai adoré, comme je l'ai déjà dit, vraiment j'ai passé un excellent moment. Mais je vais terminer sur un point, c'est la bande-annonce du prochain épisode, qui annonçait, je l'avais dit dans le spoiler du live de vendredi dernier, pas ce vendredi mais le vendredi précédent, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater le live, si vous voulez recevoir la notif. Et en fait, il va y avoir 3 conseils. Alors, j'ai pas regardé, si vous avez l'information, j'aimerais bien savoir, est-ce que l'épisode va se terminer à la même heure que d'habitude? Parce que s'il faut faire un confort, une immunité, un peu entre les deux, etc., plus 3 conseils, il va falloir y aller bourrin. Parce que c'est-à-dire qu'il faut passer les 3 équipes, il va peut-être falloir faire un débrief à chaque fois avec chaque équipe, ça va faire beaucoup. Et alors, question que je me suis posée, est-ce qu'ils vont faire comme dans Survivor, ce qui serait génial, ou peut-être que les autres équipes pourront observer les autres conseils. Alors j'y crois pas, mais ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Mais je n'y crois pas, mais ça serait bien. Vous imaginez si les autres équipes s'observaient mutuellement et qu'après, étape suivante, boum, réunification à 2 équipes. Ce qui fait que les candidats se connaîtraient un petit peu avant et auraient vu les conseils respectifs de toutes les équipes, sauf l'équipe qui avait gagné l'immunité. Voilà. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais je trouverais que ça serait une idée particulièrement intéressante. Je l'ai vu nulle part, hein, c'est une théorie qui, ça se trouve, ça n'arrivera pas, mais je trouverais ça génial. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez rejoindre la communauté de la chaîne et accéder aux vidéos exclusives sur Survivor. N'hésitez pas aussi, si vous voulez vous soutenir sur le lien du Tipeee, il est toujours là, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et ce que vous avez pensé de l'hommage à Becca, etc. etc. Et merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!